Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information pour ce mercredi 8 octobre. Voici le sommaire. Pas de baisse effective du prix du carburant à la pompe à Kinshasa et les utilisateurs du carburant sont déjà impatients. Vous suivrez les chauffeurs, ils ont été interrogés par Géopolis Télévision. À la une également, la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila suscite encore des réactions. Le ministre belge des Affaires étrangères y est allé de son commentaire qui ne laisse pas indifférente la classe politique congolaise. À l'international, au Cameroun, la filière du coton bat de l'aile. Cette matière première peine à faire face à la concurrence sur le marché international. Bienvenue à tous, je viens de l'annoncer au sommaire, pas de baisse effective du prix du carburant à la pompe dans plusieurs stations-service à Kinshasa, alors que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a annoncé que les tarifs de l'essence passent de 2890 à 2690 et le gasoil passe de 2890 francs à 2680. Selon les chauffeurs, cette mesure n'est pas encore appliquée dans les stations-service. Ils attendent avec impatience l'effectivité de cette mesure. Suivez à ce propos les chauffeurs au micro de Blest Kuzola. Le carburant tozaka na 14 900 francs. Total ndenge koko kitape progressivement ndenge dollar pe kiti. Le carburant n'est toujours pas baissé. Nous attendons aussi que cette baisse soit effective pour que le versement diminue, mais aussi les prix du transport. Biso pe toluka carburant kitape biso pe to kitisha transport. Versement sera nini? Le prix du carburant est toujours similaire comme d'habitude, mais ce soir, on nous a informé que tout changera. C'est une bonne chose parce que comme le dollar est en baisse, le transport aussi doit emboîter le pas. Et pour approfondir ce sujet, nous avons le réel plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Dieudonné Bouanali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga. Alors Dieudonné Bouanali, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum, spécialisé de questions économiques. Alors le prix du dollar a baissé, on va dire le taux de dollar a baissé. Le prix du carburant à la pompe doit suivre le rythme. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui est à la base justement de cette fluctuation qui est positive, on va dire? Bon, je vais d'abord répondre par votre question en rappelant que les dollars américains s'est déprécié par rapport à la monnaie nationale qui s'apprécie sur les marchés d'échange à la suite des mesures prises par le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, pour essayer de stabiliser la monnaie nationale, redonner la confiance aux commerçants et au monde des affaires et surtout pour les redressements de la Banque centrale du Congo qui passe aussi par les relèvements des réserves obligatoires des banques commerciales au niveau de la banque des banques. Si le prix du carburant a baissé, cela se justifie
par les paramètres suivants. Il y a d'abord les prix d'importation des produits pétroliers. Le prix du carburant sur le marché, on va dire, aux stations-service n'a pas encore baissé, mais ça a été annoncé tel quel par le vice-premier ministre de l'économie. Annoncé par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, mais il s'est posé un problème protocolaire avant que ces prix baissent. Les VPM, pour ne pas dire les ministres du secteur, ils réunissent d'abord l'ensemble des opérateurs économiques évoluant de ce secteur des hydrocarbures et gaz, membres de la Fédération nationale des entreprises du Congo. À l'issue de cette réunion, une communication sera faite consacrant l'officialisation de la baisse des prix des carburants sur les marchés nationaux. Je voulais aussi rappeler que ces prix est le produit de plusieurs facteurs sur le plan international. Là, je suis d'abord au niveau international. Il y a les prix d'importation des produits pétroliers, c'est-à-dire les prix du baril sur les marchés internationaux, la structure du volume par zone géographique, les coûts de raffinage et de transport, la fiscalité du pays importateur et les taux d'échange. Donc, il y a plusieurs paramètres, comme vous venez de le voir, mais concernant les cas particuliers de la République démocratique du Congo, il y a 3 paramètres qui sont donc considérés pour la fixation des prix des carburants à la pompe. Nous avons les fluctuations des prix du baril sur les marchés internationaux. Actuellement, les prix du baril n'ont pas changé. Nous avons la structure du volume par zone géographique qui est restée aussi stable. Il y a les taux d'échange. Malheureusement, celui-ci est instable pour la devise américaine et le contraire pour la monnaie nationale qui s'apprécie. Et si nous faisons les calculs, les dollars face au franc congolais, la parité est passée de 2900 francs congolais dans les marchés parallèles, 2870 dans les marchés officiels, à 2400 dans les marchés officiels et 450 dans les marchés parallèles. La monnaie nationale s'est appréciée de 15% sur les marchés d'échange. Maintenant, pour les litres, par exemple, de l'essence à la pompe, nous sommes passés de 2990, comme vous l'avez annoncé dans l'introduction du journal, à 2690. Et les gasoils, 2890 à 2680. Si nous faisons les calculs, il y a une baisse sensible de 300 francs congolais, ce qui représente 10%. Nous sommes encore loin de l'appréciation de 15% de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Il y a un gap de 5%. Mais tel n'est pas l'objet de mon intervention. Je voulais seulement souligner que les prix des carburants à la pompe vont baisser de 10%, de loin par rapport à la monnaie nationale qui s'est appréciée de 15% par rapport à la devise américaine. Et les prix des carburants à la pompe ont baissé aussi de 10% si la partie ouest de la République démocratique du Congo, parce que nous avons des zones géographiques dans notre pays. Il y a la partie ouest et la partie est. Pourquoi le prix est différent entre les différentes zones? J'ai donné tout à l'heure les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation du prix des carburants à la pompe. J'ai parlé de la logistique ou les transports. Plus vous transportez les carburants dans les Congos profonds, vous éloignez de la zone ouest, les carburants coûtent encore plus cher que dans la zone ouest. Merci, Dieudonné Bouanali. Un peu plus clair maintenant pour nos téléspectateurs. On va donc poursuivre ce journal toujours dans le secteur économique pour vous faire savoir que le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de baisser son taux directeur de 25% à 17,5%.
Selon l'institution d'émission, cette décision s'appuie notamment sur la bonne tenue de la conjoncture macroéconomique. Les coefficients de la réserve obligatoire restent inchangés, soit 12% pour les dépôts à vue et 0,0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale, 13% et 12% respectivement pour les dépôts à vue et à terme en devises étrangères. Didier Ilunga. La Banque centrale du Congo envisage de mettre en œuvre, par la vision éclairée de son gouverneur, André Wameso, à partir de ce 15 octobre 2025, le deuxième palier d'actualisation du taux du change appliqué sur la réserve obligatoire en vue de ponctionner la liquidité supplémentaire. Par la voix de son comité de politique monétaire, la Banque centrale du Congo encourage ainsi les opérateurs économiques à dénouer leurs transactions en monnaie nationale, en vue de tirer profit du comportement de la nouvelle dynamique du marché de change. Les taux directeurs et les taux d'intérêt fixés par la Banque centrale pour les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales et qui sert des principaux outils des politiques monétaires. Il influence les taux d'intérêt pratiqués par les banques à leurs clients, affectant ainsi les coûts du crédit, l'épargne, l'investissement et l'inflation dans l'économie. Et puis, je l'avais annoncé en titre également, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, s'est exprimé sur la procédure judiciaire visant l'ancien président congolais, soulevant les interrogations sur sa transparence et sa qualité. À Kinshasa, les avis divergent. Le député national Steve Mbikaï dénonce une ingérence intolérable, tandis que Willy Bolio, lui, salue la prise de position de la Belgique. Écoutez leurs réactions. Ils ont été interrogés par Didier Ilunga. Ou le résultat du procès contre l'ex-président Kabila, qui a été hier condamné à mort, à la suite d'un procès dont on peut s'interroger sur la qualité de la procédure, c'est un message que je devrais certainement rappeler. Par ailleurs, j'insisterai à nouveau sur le fait que la Belgique a de longue date eu pour habitude de dénoncer la peine de mort. Nous savons tous qu'il y a la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et puis le judiciaire, et que donc, la justice est indépendante. Alors, je trouve pas normal, je ne dis pas que, donc absolument, le verdict est bon ou bien mauvais, hein, mais je trouve mal comment ça fait le débat sur le jugement rendu par notre justice, et surtout pas par un ministre des Affaires étrangères qui le fait publiquement. Bien sûr que la Belgique peut avoir des préoccupations par rapport à là, mais il y a des mécanismes diplomatiques qu'il faut utiliser pour pouvoir intervenir. Hein. Donc, il pouvait téléphoner, n'est-ce pas, à l'ambassadeur congolais, il pouvait téléphoner à son homologue congolais. Il y a des notes verbales, donc c'est pas acceptable qu'il fasse une déclaration sur public. Pour nous, c'est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la RDC, hein, et nous condamnons ça. La Belgique n'est pas en train de faire la leçon. La Belgique est en train de confirmer la réalité. Tout le monde éclairé a compris que ce n'était pas un procès judiciaire. C'était un procès politique. Et si la Belgique le dit, elle n'est pas en train de créer. Ce que je déplore, que la Belgique vient agir en retard. On empêche à quelqu'un qui n'est pas encore parti. Mais celui qui est déjà parti, il est à destination, on ne l'empêche plus. Pourquoi le verdict pour se prononcer, au lieu d'interdire de se prononcer au départ quand le régime Tshisekedi était en train de faire des aventures? Autre chose, à présent, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a entamé depuis mardi 7 octobre une visite d'inspection à Mwanda dans le Congo central. Objectif, passer en revue les effectifs et les installations de la base militaire de Kitona, un site stratégique pour la défense nationale. Blest Kouzola.
Dès sa descente à Mwanda, le numéro 1 de la défense n'a pas perdu de temps. Direction immédiate, la base militaire de Kitona. Sur place, Guy Kabombo a été accueilli par le lieutenant-général Ishalingonza, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, entouré de plusieurs hauts gradés. Au menu, un briefing stratégique axé sur le nouvel recrue récemment déployé dans cette région côtière aux enjeux sécuritaires cruciaux. Le VPM voulait du concret. Il a exigé de chiffres clairs et une harmonisation rapide des listes de tous les effectifs présents sur la base. Objectif annoncé, préparer une causerie morale avec le jeune recrue dans un contexte de montée en puissance des FARDC dans cette zone. Mais cette visite n'était pas uniquement militaire. Au camp Baki, Guy Kabombo a échangé avec les épouses de militaires. Celles-ci ont plaidé pour la réhabilitation urgente de l'école du camp en ruine depuis plusieurs années. Touché par leur témoignage, le ministre a promis le démarrage imminent de travaux, une promesse accompagnée d'un geste fort, la remise d'une enveloppe pour appuyer la relance du projet. Cette première étape de sa tournée dans le Congo central marque le début d'une mission plus large. Dans le prochain jour, le VPM prévoit de se rendre au port stratégique de Banana, puis au camp militaire de Kindofula pour poursuivre l'évaluation des infrastructures jugées vitales pour la sécurité du territoire. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, poursuit ses consultations avec les différents partenaires sociaux afin de recueillir leurs revendications longtemps restées en souffrance, après avoir échangé la veille avec les syndicalistes du ministère de la formation professionnelle et le collectif des anciens députés provinciaux. Ce mercredi 8 octobre, c'était au tour de la délégation du syndicat national de médecins d'être reçue par le vice-premier ministre du budget, qui était accompagné par le vice-ministre Élisée Bokoumouana. Blest Kouzola. À l'issue de cet entretien, le secrétaire général du SINAMED, le docteur John Senga, s'est dit honoré d'avoir à nouveau comme interlocuteur le VPM Adolphe Muzito. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités et présenter les félicitations du syndicat national des médecins au vice-premier ministre et ministre du budget. C'est une personnalité que nous connaissons très bien parce que nous avons eu à travailler avec lui il y a quelques années. Et donc c'était pour nous une joie de le retrouver et de pouvoir aussi lui présenter les quelques doléances que nous avons au niveau du secteur de la santé. Outre le civilité, la délégation du SINAMED a soumis au VPM du budget la revendication. Nous en avons profité pour présenter quelques problèmes qui sont urgents à résoudre, notamment en ce qui concerne la consolidation de notre rémunération, c'est-à-dire que les médecins qui sont payés en paie complémentaire doivent pouvoir plutôt apparaître sur l'état liquidatif ordinaire et être payés régulièrement que d'attendre les 3 mois que ça fait pour qu'ils soient rémunérés. La délégation du SINAMED est repartie rassurée de ces échanges avec Adolphe Muzito, qui s'est montré très réceptif aux doléances de médecins à qui il a demandé de constituer une commission pour revenir avec des données chiffrées. Cet engagement du VPM du budget à répondre favorablement aux revendications des différentes catégories socio-professionnelles traduit sa détermination à mettre en œuvre les orientations de la première ministre Judith Suminwa pour décrisper les climats sociaux et ainsi permettre au gouvernement de mieux s'attaquer aux nombreux défis auxquels le pays est confronté. Autre chose, à présent, la Banque mondiale disposée à soutenir la stratégie nationale de protection sociale non contributive initiée par la RDC. Une délégation de l'institution financière mondiale l'a fait savoir à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, au cours d'une audience tenue à Kinshasa. José Junior Ouawa. Entre la ministre des Affaires sociales et la délégation du Médecins sans frontières, les discussions ont principalement porté sur la préparation de la prochaine réunion du Comité national de consultation humanitaire, un organe de dialogue stratégique réunissant les acteurs stratégiques et les partenaires humanitaires autour de priorités d'intervention. La facilitation de l'action humanitaire ainsi que la protection des travailleurs humanitaires ont été identifiés comme des impératifs
renforcée dans un contexte de multiplication des crises humanitaires et de réduction de l'accès sécurisé aux populations vulnérables. Le chef de la délégation de Médecins sans frontières a salué les sens élevés de responsabilité et de leadership proactif de la ministre d'État Eve Bazaïba, notamment dans sa volonté de mettre l'accent sur la prévention des crises dans les zones à risque et en conflit. Il a également attiré l'attention sur la dégradation de la situation sanitaire dans plusieurs territoires où les services de base sont quasi inexistants. Les organisations humanitaires peinent à intervenir en raison de l'insécurité persistante. Cette audience a marqué une étape importante dans la redynamisation du cadre de concertation humanitaire nationale et traduit la volonté du ministre des Affaires sociales de faire de l'action humanitaire un axe prioritaire de l'action gouvernementale. À quelques jours de la réunion du Comité national de consultation humanitaire, Médecins sans frontières scrute les priorités de la RDC dans ces secteurs. Mardi, une délégation de cette organisation a rencontré la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba Massoudi, dans son cabinet de travail à Kinshasa pour faire l'état des lieux de la situation. Encore une fois, José Junior Owawa. Lors de cet échange, Manoj Vembu a exprimé l'enthousiasme de son entreprise face à la vision de la ministre de l'Environnement. Il a souligné l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans la continuité des objectifs du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Selon lui, cette vision nécessite le développement rapide de technologies adaptées aux réalités locales pour apporter transparence et valeur ajoutée au secteur de l'environnement. Le directeur général a précisé que l'apport du groupe se décline en 3 volets principaux. D'abord, l'intégration de la technologie comme moteur de solutions permettant de faire bénéficier le peuple congolais de ressources naturelles du pays. En second lieu, il a évoqué la nécessité de valoriser. Nous nous excusons pour cette malencontreuse erreur. On va passer au sport maintenant. Les amateurs du football congolais peuvent enfin se réjouir. Après plusieurs mois de pause, la Linafoot est prête à reprendre ses droits. Selon des sources proches de la Fédération congolaise de football, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 est officiellement programmé pour le 22 octobre prochain. Blaise Kouzola, encore une fois. Bonne nouvelle pour le passionné du football congolais. Après plusieurs mois d'attente, la Linafoot s'apprête à faire son grand retour. Selon de sources proches de la FECOFA, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 sera officiellement donné le 22 octobre prochain. Cette nouvelle saison revêt un caractère particulier alors que la précédente édition s'était arrêtée prématurément avant son dénouement quelques mois plus tard. Les acteurs du football national aspirent désormais à une compétition plus structurée, régulière et aboutie. Pas moins de 30 clubs prendront part à cette édition, répartie en 2 zones géographiques dans un format visant à garantir plus d'équité et de compétitivité. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football tiendra une réunion avec le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association afin d'harmoniser sur le calendrier qui devra notamment être publié ce mercredi. Les supporters impatients de revoir leurs équipes favorites fouler le pelouse espèrent vivre une saison plus complète, riche en émotions et en spectacles. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Et nous allons traverser le fleuve pour nous rendre à Brazzaville où la 2e édition de Women Economic Forum s'est ouverte. C'était lundi 7 octobre. Pendant 3 jours, des femmes chefs d'entreprise, des experts et décideurs en vont échanger autour d'un enjeu majeur, l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs du secteur informel, encore largement sous-financé et marginalisé au Congo-Brazzaville. Patience Lokeke.
À Brazzaville, les projecteurs sont braqués sur l'autonomisation économique des femmes. La deuxième édition du Women Economic Forum s'est ouverte ce lundi 6 octobre avec un objectif clair, favoriser l'inclusion financière de femmes entrepreneurs, en particulier celles du secteur informel. Selon le chiffre, plus de 88% des femmes chefs d'entreprise au Congo évoluent encore dans l'informel et près de 98% n'ont pas accès au crédit bancaire. Ces forums organisés par la CNFC EEC se veut une plateforme et des solutions avec des formations de panels de haut niveau, du mentorat et des rencontres B2B. Deux entreprises comme Priscille Okato, promotrice d'un service de lavage automobile écologique, témoignent des défis quotidiens. Stéréotypes liés au genre et difficultés d'accès au financement. Un rendez-vous crucial pour rappeler que l'autonomisation économique des femmes est aussi un levier puissant pour le développement du pays. Au Cameroun, le coton est l'une des principales cultures d'exportation aux côtés du café, du bois, du cacao et de la banane. Cependant, la filière évolue dans un contexte international marqué par la baisse de prix mondiaux et une âpre concurrence avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Suivez. Au premier trimestre 2025, les exportations des cotons bruts camerounais ont généré 47 milliards de francs CFA pour un volume de 42 000 tonnes selon l'Institut national de la statistique. Sur la même période en 2024, les recettes étaient déjà de 47 milliards de francs CFA pour 41 000 tonnes, signe d'une stabilité des revenus malgré une légère hausse des volumes. Les perspectives pour l'ensemble de l'année demeurent bien orientées. La Banque des États de l'Afrique centrale anticipe une production nationale de 350 100 tonnes en 2025 contre 340 000 tonnes en 2024. Cette progression confirmerait le redressement de la Société de développement du coton au-delà de 330 000 tonnes enregistrées en 2022 et rapprocherait l'entreprise de son objectif stratégique de 400 000 tonnes annuelles. La stabilité de recettes au premier trimestre 2025, en dépit d'un volume légèrement supérieur, témoigne de la résilience du secteur face aux variations du marché mondial et aux aléas techniques. Sur ces derniers points, la filière cotonnière camerounaise reste particulièrement exposée aux hausses des températures, baisse des précipitations et irrégularités des saisons qui perturbent le cycle de production, pesant sur les rendements et accroissant les pertes. Selon l'Observatoire national sur le changement climatique, les 3 dernières décennies sont marquées par un recul continu des pluies, l'allongement des saisons sèches et la multiplication d'événements extrêmes tels que sécheresse et inondations. En 2024, ces aléas ont coûté près de 14 milliards de francs CFA à la filière dans la seule région de l'extrême Nord, soulignant la fragilité d'un secteur clé pour l'économie nationale. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse dans cette sélection et commentaires signés dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Dans son dernier numéro, Géo Hebdo s'interroge les raisons d'une rédemption du franc congolais. La monnaie nationale connaît une appréciation inattendue face au dollar américain. Il y a 2 semaines, un dollar s'échangeait à près de 2900 francs congolais. Aujourd'hui, il se négocie entre 2450 et 2500. Le tabloïd parle d'un mouvement suspect pour certains ou d'un feu de paille pour d'autres. Face à la confusion du public, Géo Hebdo donne la parole au gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, qui affirme « L'appréciation observée est l'œuvre de la politique monétaire appliquée par la Banque centrale du Congo. J'allais même dire que c'est exclusivement grâce à cette politique monétaire. » Cette déclaration est reprise et complétée par Info 27 qui souligne que la Banque centrale a décidé mardi 7 octobre d'un assouplissement majeur. Les taux directeurs passent de 25% à 17,5%, soit une baisse spectaculaire de 750 points de base, une orientation rendue possible par une inflation ramenée à 7,8% et une appréciation de 11,6% du franc congolais. Selon André Ouamesso, le moment est venu de soutenir la croissance
croissance réelle sans compromettre les acquis de stabilité. Après une année 2023 marquée par une forte volatilité, Kinshasa espère inscrire le franc congolais dans une dynamique de confiance et de résilience économique. Mais pendant que la monnaie se redresse dans les chiffres, d'autres pratiques sapent encore le fondement économique du pays. Révèle qu'à Gatanga, dans les territoires de Ouacha, des opérateurs chinois produisaient de l'or depuis des lustres en toute illégalité et à l'insu du gouvernement congolais. Ces opérateurs inconnus du répertoire du ministère des Mines ont été arrêtés par la police de mines après les alertes lancées par des agriculteurs déplacés de leurs champs et d'anciens travailleurs dénonçant des conditions insupportables. Des millions de dollars partaient ainsi dans la nature. Pendant ce temps, l'armée se renforce. La prospérité rapporte que le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo Mwadianvita, a effectué une mission d'inspection à la base militaire de Kitona dans le Congo central. Il a tenu un briefing de commandement avec les officiers en présence du lieutenant-général Yalingoza. L'objectif est clair, évaluer l'effectif réel des nouveaux recrues pour renforcer la présence de l'armée. Enfin, Référence Plus revient sur la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, remet en question la qualité de la procédure et appelle à un dialogue national pour décrisper l'atmosphère vis-à-vis de l'opposition républicaine. Dans le même esprit, la manchette cite le secrétaire général de la CENCO qui estime qu'une condamnation à mort d'un acteur majeur qui peut aussi contribuer à la recherche de la cohésion ne va pas servir le pays. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. On clôturait ce journal avec cette triste nouvelle qui nous vient, en tout cas le communiqué vient du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, qui a la profonde douleur de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel de Kinshasa et des entités provinciales le décès de l'honorable Patrice Kitebiki-Bolvoul, ancien directeur général de l'institution, décès survenu à Kinshasa le mardi 7 octobre 2025. Homme de conviction, doté d'une intelligence exceptionnelle et marqué par le sens du devoir exemplaire, l'honorable Kitebi aura marqué de son empreinte indélébile l'histoire par ses réformes courageuses et rigoureuses qui ont eu pour effet la transformation actuelle du FPI. Nos sincères condoléances aux familles éplorées. C'est donc par cette triste nouvelle que nous mettons un terme à ce journal, mais on va le boucler complètement avec le rappel des principaux titres. Pas de Kinshasa, les utilisateurs de carburant sont déjà impatients. Vous avez suivi les chauffeurs, ils avaient été interrogés par les reporters de Géopolis Télévision. Et puis la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila suscite encore des réactions. Le ministre belge des Affaires étrangères y est allé de son commentaire, mais un commentaire qui ne laisse pas indifférente la classe politique congolaise. À l'international, vous l'avez suivi, au Cameroun, la filière du coton bat de l'aile. Cette matière première peine à faire face à la concurrence sur le marché international. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Journal vous a été présenté par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.